Avant de commencer, abonnez-vous à Du Conflit et activez la cloche pour ne jamais manquer nos récits de guerre extraordinaires. Le Dracula qui a humilié l'orgueil britannique. Laissez-moi vous raconter une histoire extraordinaire. Nous sommes le 4 août 1943, au camp de Bovington, dans le Dorset anglais. Le brouillard matinal enveloppe la lande tandis que la plume du général de division AC Richardson se déplace régulièrement sur un document classifié marqué en lettres rouges audacieuses, très secret. Chaque trait enregistre des observations qui vont exposer l'un des échecs les plus embarrassants de la Grande-Bretagne en temps de guerre. Le test de fiabilité commence aujourd'hui, écrit-il. 3 types de chars de 3 nations différentes vont parcourir 3200 km à travers la Grande-Bretagne. Un seul se révélera digne de la guerre moderne. Le poids de cette prédiction deviendra clair dans les semaines à venir. À travers la brume matinale qui enveloppe le camp, 11 chars se tiennent en formation sur le terrain de parade. Leur moteur tourne au ralenti avec des degrés de confiance variables. La symphonie mécanique est révélatrice. 3 chars Sherman américains M4A2 propulsés par des moteurs diesel jumeaux General Motors ronronnent avec une douceur industrielle. 3 Sherman M4A4 équipés de moteurs à essence multibanc Chrysler grondent avec une cohérence fiable. 3 chars de croisière britanniques Cromwell Mark I dotés du nouveau moteur Rolls-Royce Meteor rugissent avec une puissance impressionnante mais une rugosité inquiétante. 2 chars Cromwell Mark III, des variantes supposément améliorées, ajoutent leur voix au cœur mécanique. 3 chars Centaur Mark I, propulsés par le vieux moteur Liberty qui s'était révélé inadéquat dans les précédentes conceptions de croiseurs, tous s'écrachent de manière inquiétante. Les équipages montent à bord de leurs véhicules assignés, ignorant qu'ils vont participer à ce que les historiens appelleront plus tard la comparaison de fiabilité la plus définitive des véhicules blindés de la Seconde Guerre mondiale. Ce qu'aucun d'entre eux ne sait en ce matin brumeux, c'est que cet exercice va révéler une vérité profonde sur la philosophie industrielle et les marchés publics militaires. Les Américains avaient construit pour la fiabilité et la production de masse, acceptant des performances adéquates si cela signifiait que le char fonctionnerait systématiquement. Les Britanniques avaient conçu pour la vitesse et la supériorité théorique, privilégiant des spécifications impressionnantes plutôt qu'une fiabilité banale. Au cours des 7 prochaines semaines, l'exercice Dracula va démontrer quelle approche gagne réellement les guerres. Les chiffres seront dévastateurs pour la fierté britannique. Les implications vont remodeler la doctrine blindée britannique pour le reste du conflit. Et la leçon résonnera à travers des décennies de décisions d'approvisionnement militaire, influençant la façon dont les nations démocratiques pensent le développement des armes longtemps après que le dernier coup de feu de la Seconde Guerre mondiale soit tombé silencieux. Abonnez-vous à Du Conflit pour ne manquer aucune de ces histoires fascinantes qui ont changé le cours de l'histoire militaire. L'histoire de l'exercice Dracula commence non pas dans la campagne anglaise tranquille, mais dans les déserts brûlants d'Afrique du Nord, où les équipages de chars britanniques avaient fait face à une crise de confiance dévastatrice. Tout au long de 1942 et jusqu'en 1943, les chars de croisière britanniques s'étaient forgé une réputation de défaillance mécanique précisément au pire moment possible. Le char Crusader, malgré sa vitesse théoriquement impressionnante de 42 km/h qui aurait dû donner aux forces britanniques un avantage en mobilité, passait plus de temps en panne au bord des pistes du désert qu'il n'avançait vers les positions ennemies. Les fuites d'huile tourmentaient le moteur Liberty qui propulsait la plupart des croiseurs britanniques. Les systèmes de refroidissement conçus dans l'Angleterre tempérée échouaient de manière catastrophique dans la chaleur africaine où les températures à l'intérieur d'un char pouvaient dépasser 54 degrés Celsius. Les transmissions se brisaient sous la pression du terrain sablonneux et des manœuvres constantes. Les suspensions cassaient sur un terrain accidenté. Les systèmes électriques défaillaient dans des conditions poussiéreuses. Les équipages de chars apprenaient à transporter de nombreuses pièces de rechange comme pratique standard et à s'attendre à des pannes fréquentes et chronophages qui les laissaient vulnérables et frustrés. Les tankistes britanniques regardaient avec une frustration croissante les chars Sherman M4 américains arrivant par le programme de pré-bail, qui acheminaient du matériel militaire vers la Grande-Bretagne en quantité croissante, fonctionnaient avec une fiabilité bien supérieure à tout ce que l'industrie britannique produisait. Les Sherman manquaient la vitesse théorique des croiseurs britanniques sur le papier, fonctionnant à environ 40 km/h maximum contre les 42 du Crusader ou les 64 km/h éventuels du Cromwell. Mais les Sherman démarraient de manière fiable chaque matin, un détail que les équipages de chars britanniques ne pouvaient jamais tenir pour acquis. Ils fonctionnaient toute la journée sans tomber en panne. Ils nécessitaient moins de temps de maintenance, libérant les équipages pour d'autres tâches. Ils tombaient en panne moins fréquemment, ce qui signifiait que plus de chars étaient disponibles pour les opérations à tout moment. Plus important encore, ils étaient simplement là quand nécessaire pour les opérations de combat, prêts à se battre plutôt qu'être réparés derrière les lignes. Le général Bernard Montgomery lui-même, commandant des forces britanniques en Afrique du Nord et plus tard en Europe du Nord-Ouest, nota dans sa correspondance privée que les chars américains pouvaient être considérés comme fiables pour fonctionner, tandis que les conceptions britanniques restaient capricieuses au mieux et dangereusement peu fiables au pire. Le War Office britannique à Londres faisait face à un dilemme qui touchait au cœur de la fierté industrielle britannique. Des années de développement de chars, des décennies d'expertise en ingénierie et l'effort concentré des meilleurs concepteurs britanniques avaient produit une série de conceptions décevantes qui échouaient au combat. Le Covenanter, introduit en grande pompe en 1941 comme la prochaine génération de chars de croisière, était si peu fiable qu'il n'a jamais vu de déploiement au combat.
Malgré plus de 1700 unités fabriquées à un coût considérable, le système de refroidissement tombait en panne si régulièrement que le char était effectivement inutilisable dans tout climat plus chaud qu'un automne britannique. Le Crusader qui suivit et vit un combat approfondi se révéla légèrement meilleur, mais souffrit toujours de problèmes mécaniques chroniques qui limitaient son efficacité et frustraient les équipages qui avaient besoin d'un équipement sur lequel ils pouvaient compter. Le Cavalier, désigné à 24 Cromwell Mark I au début du développement avant que les conventions de dénomination ne soient révisées, hérita du même moteur Liberty défectueux et fut rapidement relégué aux tâches de formation après que les essais aient montré qu'il n'était pas plus fiable que ses prédécesseurs. La Grande-Bretagne avait désespérément besoin d'un char de croisière qui fonctionne réellement de manière cohérente dans des conditions de combat. La solution semblait venir de Rolls-Royce, l'entreprise qui avait bâti sa réputation sur la production des plus belles automobiles du monde et qui avait réussi sa transition vers la production de moteurs d'avion. L'ingénieur W.A. Robotham, concepteur senior de Rolls-Royce avec une vaste expérience des moteurs haute performance, avait brillamment converti le célèbre moteur d'avion Merlin, qui propulsait les chasseurs Spitfire et Hurricane ayant gagné la bataille d'Angleterre, en un moteur de char appelé le Météore. Ce moteur V12 de 600 chevaux promettait la combinaison de puissance et de fiabilité qui avait manqué à chaque conception de char britannique de la guerre. Le Merlin s'était révélé extrêmement fiable dans les avions, fonctionnant pendant des centaines d'heures entre les grands services. Les ingénieurs britanniques raisonnaient sûrement que cette même fiabilité se traduirait pour une utilisation en char. Le moteur serait installé dans la coque à 27M, créant ce qui était officiellement désigné char de croisière Mark VIII Cromwell. Les premiers tests montraient des performances impressionnantes qui dépassaient les attentes. Le Cromwell atteignait des vitesses dépassant les 64 km/h sur les pistes d'essai, ce qui en faisait le char britannique le plus rapide de la guerre et l'un des chars les plus rapides déployés par n'importe quelle nation. La production commença en janvier 1943 dans plusieurs installations à travers le cœur industriel britannique. Leyland Motor Allen, Birmingham Railway Carriage and Wagon Company, Metro Camel, English Electric et d'autres fabricants se préparèrent pour la production de masse de ce que tout le monde espérait être enfin la réponse britannique à la supériorité blindée allemande. À l'été 1943, des centaines de chars Cromwell sortaient des chaînes de montage. La production s'accélérait vers des totaux prévus qui équiperaient des divisions blindées entières. Le War Office fit des plans pour équiper les divisions blindées britanniques de ce nouveau char de croisière, mettant enfin fin à l'embarrassante dépendance aux véhicules fournis par les Américains. Les équipages de chars britanniques auraient une machine nationale qui combinerait une vitesse impressionnante, une puissance de feu adéquate d'un canon de 75 mm, une protection blindée raisonnable, et espérons-le, la fiabilité qui avait échappé à chaque conception précédente. Si vous aimez ces analyses militaires détaillées, pensez à liker cette vidéo et à partager avec vos amis passionnés d'histoire. Mais des doutes persistaient parmi ceux qui travaillaient le plus étroitement avec les chars. Les premiers rapports de terrain des unités de formation recevant les premiers Cromwell de production mentionnaient des problèmes troublants qui semblaient terriblement familiers. Des fuites d'huile autour du compartiment moteur créaient des risques d'incendie et laissaient des traces que les avions de reconnaissance ennemis pouvaient repérer à des kilomètres. Des défaillances de frein lors d'opérations prolongées laissaient les chars incapables de contrôler leur vitesse impressionnante sur les pentes descendantes. Des problèmes d'embrayage qui laissaient les chars immobilisés sur le terrain pendant les exercices d'entraînement, soulevant des questions sur ce qui se passerait pendant le stress du combat. Des difficultés de direction que les équipages décrivaient comme peu fiables et préoccupantes, les chars refusant parfois de répondre correctement aux commandes du conducteur. Ces problèmes apparaissaient pendant l'entraînement dans des conditions contrôlées avec de nombreuses pièces de rechange et des mécaniciens qualifiés disponibles. Que se passerait-il pendant le stress d'opérations de combat prolongées loin des dépôts d'approvisionnement? Le War Office avait besoin de réponses définitives avant de s'engager pleinement dans le Cromwell comme char de croisière principal britannique et d'éliminer progressivement la dépendance à l'équipement américain. En juillet 1943, la haute direction militaire britannique prit la décision de mener un test de fiabilité complet qui réglerait la question une fois pour toutes. L'exercice Dracula opposerait les nouveaux chars britanniques directement aux Sherman américains qui avaient fait leurs preuves en Afrique du Nord, en Sicile et de plus en plus en Italie, où les forces alliées avaient envahi en juillet. Le test serait un essai d'endurance de 3200 km à travers la longueur et la largeur de la Grande-Bretagne, simulant les exigences d'une campagne prolongée. L'exercice simulerait les conditions réelles de campagne de combat aussi étroitement que possible sans tir ennemi. Les chars se déplaceraient sur de longues distances sur des terrains variés, y compris des routes pavées, des pistes de terre et des déplacements à travers champs. Ils fonctionneraient dans toutes les conditions météorologiques qu'un automne britannique pourrait fournir, ce qui signifiait pluie, boue et variations de température. Les véhicules seraient entretenus dans des conditions de terrain en utilisant des procédures standards et les outils qui seraient disponibles pour les unités au combat sans accès à des équipements spécialisés d'usine ou à des techniciens civils experts. Les résultats détermineraient si le Cromwell était prêt pour le service en première ligne ou avait besoin de temps de développement supplémentaire que la Grande-Bretagne ne pouvait guère se permettre alors que la guerre entrait dans sa 5e année. Les paramètres du test furent établis avec un soin méticuleux pour assurer l'équité et l'objectivité. Tous les chars seraient des modèles de production standard tirés directement des chaînes de montage, pas des véhicules spécialement préparés ou des prototypes construits à la main qui pourraient ne pas représenter ce que les unités recevraient réellement. Les équipages seraient du personnel britannique expérimenté qui avait été formé sur l'équipement britannique et américain,
éliminant la formation des équipages et la familiarité comme variables qui pourraient fausser les résultats. La maintenance serait effectuée dans des conditions de terrain en utilisant uniquement les procédures standards décrites dans les manuels de terrain et uniquement les outils qui seraient disponibles pour les unités avancées sans recours à des équipements spécialisés ou à des techniciens civils d'usine. Les chars voyageraient sur des itinéraires identiques, feraient face exactement aux mêmes défis et fonctionneraient sous les mêmes contraintes. Chaque défaut, aussi mineur soit-il, serait méticuleusement enregistré. Chaque heure de maintenance serait enregistrée et analysée. Le test fournirait des données objectives sur quel char pouvait véritablement être fiable dans les opérations de combat où la fiabilité pouvait faire la différence entre la victoire et la défaite. 3 types de chars concouraient dans cette évaluation complète. Le Sherman M4A2 utilisait des moteurs diesel jumeaux General Motors, une configuration spécifiquement choisie par les concepteurs américains pour une fiabilité et une efficacité énergétique exceptionnelles. Le Sherman M4A4 employait le moteur multibanc Chrysler A57, une conception ingénieuse qui était essentiellement 5 moteurs automobiles joints ensemble en une seule centrale électrique. Les 2 variantes de Sherman avaient déjà fait leurs preuves au combat à travers l'Afrique du Nord, la Sicile et de plus en plus en Italie. Les équipages américains leur faisaient confiance. Les équipages britanniques, qui étaient passés des chars britanniques au Sherman, les louaient. Le Cromwell Mark I et Mark III représentaient la dernière technologie britannique de chars de croisière. Propulsé par le moteur Météor adapté du moteur d'avion Merlin et équipé de canons de 75 mm qui utilisaient les mêmes munitions que le Sherman pour la simplicité logistique. Le Centaur Mark I, propulsé par le moteur Liberty dépassé qui avait échoué dans les conceptions précédentes, servait principalement de comparaison de référence, représentant l'ancienne technologie de chars britanniques que le Cromwell était censé surpasser. Les 10 premiers jours de l'exercice Dracula se concentrèrent entièrement sur la préparation au camp de Bovington, l'installation principale de formation blindée de l'armée britannique. Les mécaniciens inspectèrent chaque char minutieusement, passant en revue les systèmes méthodiquement pour s'assurer que tous les véhicules commençaient le test en bon état mécanique. Tous les défauts préexistants furent identifiés et corrigés. Les équipages se familiarisèrent avec leurs véhicules assignés, apprenant les caractéristiques et les particularités de chaque char. Les officiers établirent des protocoles de maintenance détaillés et des procédures d'enregistrement méticuleuses qui seraient suivies tout au long de l'exercice. Tout fut documenté en détail minutieux, créant une base de référence complète à partir de laquelle mesurer les performances ultérieures. L'esprit de compétition entre les équipages devint évident au fur et à mesure que les jours d'entraînement progressaient. Les équipages britanniques voulaient désespérément que leurs chars nationaux triomphent des machines américaines pour justifier des années d'efforts de développement de chars britanniques. Les équipages Sherman, dont beaucoup avaient une expérience au combat avec ce type en Afrique du Nord et pouvaient le comparer favorablement aux chars britanniques qu'ils avaient utilisés auparavant, exprimaient une confiance tranquille que l'expérience leur avait enseigné était bien justifiée. Le 15 août 1943. L'exercice proprement dit commença pour de bon. 11 chars quittèrent le camp de Bovington à la lumière du petit matin, se dirigeant vers le nord sur un itinéraire soigneusement planifié qui les emmènerait à travers le cœur de l'Angleterre jusqu'en Écosse, à travers le pays de Galles et finalement de retour dans le Dorset. Le voyage couvrirait environ 3200 km au cours des 4 prochaines semaines avec des arrêts prévus dans diverses installations militaires le long de l'itinéraire. Chaque jour apporterait des marches routières exigeantes sur les autoroutes pavées, des déplacements à travers champs à travers les champs des agriculteurs et les landes, et des opérations tactiques simulées qui testaient les chars dans des conditions se rapprochant du stress du combat. Les chars fonctionneraient dans toutes les conditions météorologiques que l'automne britannique fournirait, ce qui signifiait pluie, boue, nuit froide et parfois des jours clairs. La maintenance serait effectuée chaque soir aux arrêts désignés avec tous les travaux de réparation et défauts méticuleusement enregistrés par des observateurs dédiés qui accompagnaient la formation. Les premiers problèmes apparurent dans les heures suivant le départ, visibles pour quiconque regardait attentivement. Un Centaur commença à laisser échapper de la fumée du compartiment moteur avant que la formation n'ait parcouru 16 km. Le vieux moteur Liberty montrait déjà des signes de stress sous un fonctionnement soutenu. Au premier arrêt du soir dans une zone d'entraînement au nord de Londres, ce même Centaur avait développé une fuite d'huile importante qui nécessita 2 heures de maintenance d'urgence par l'équipage et les mécaniciens attachés. Un Cromwell subit des problèmes de freins inquiétants lors de la descente d'une longue colline sur la route vers le nord, forçant le conducteur à utiliser des vitesses basses pour contrôler la vitesse parce que les freins s'affaiblissaient dangereusement. Les Sherman atteignirent le premier arrêt sans aucun incident nécessitant une attention au-delà de la maintenance de routine. Leurs équipages complétant les vérifications du soir standard et se préparant pour le mouvement du lendemain. Les observateurs notèrent tout avec des détails croissants, accumulant des données qui révéleraient bientôt des modèles clairs. N'oubliez pas de vous abonner à Du Conflit pour suivre la suite de cette histoire incroyable. À la fin de la première semaine, des modèles indéniables avaient émergé qui persisteraient tout au long de l'exercice. Les chars Centaur arrivaient systématiquement en dernier aux haltes du soir, souvent des heures en retard sur l'horaire. Leurs équipages épuisés de soigner des véhicules cassés. Leurs problèmes mécaniques nécessitaient des réparations d'urgence intensives tard dans la nuit. Les fuites d'huile tourmentaient les moteurs Liberty, laissant des traces sur les routes et causant des problèmes chroniques de pression d'huile. Le système de refroidissement avait du mal à gérer la chaleur du moteur lors d'opérations soutenues, conduisant à une surchauffe qui forçait des arrêts fréquents. Les embrayages glissaient sous la charge,
rendant les changements de vitesse difficiles et parfois impossibles. Un Centaure nécessita 8 heures de maintenance en une seule soirée. L'équipage travaillant à la lampe de poche et s'épuisant à maintenir le char suffisamment opérationnel pour continuer l'exercice. L'esprit de compétition qui avait marqué le début de l'exercice avait complètement disparu parmi les équipages Centaures, remplacé par une détermination sinistre à simplement compléter le mouvement de chaque jour sans être évacué de l'exercice entièrement. Les chars Cromwell montraient des performances nettement meilleures que les Centaures défaillants, mais restaient encore loin des espoirs et des attentes que les concepteurs britanniques avaient investis en eux. Des fuites d'huile se développaient autour des joints du moteur avec une régularité inquiétante, nécessitant une attention constante des équipages qui étaient censés se reposer. Les systèmes de freinage se révélaient inadéquats pour un char capable de 64 km/h, avec une décoloration dangereuse des freins se produisant sur les longues descentes qui laissaient les conducteurs lutter pour contrôler leur véhicule. Les défaillances d'embrayage devenaient de plus en plus courantes à mesure que l'exercice progressait, tracées par les mécaniciens à une conception inadéquate pour gérer les caractéristiques de couple substantielles du moteur Météore. Les problèmes de direction persistaient malgré les modifications, les équipages signalant des difficultés à maintenir la direction lors du mouvement à travers champs sur un terrain accidenté. Plus troublant pour la direction militaire britannique examinant les rapports, ce n'étaient pas des problèmes nouvellement découverts. Les observateurs notèrent explicitement que les défauts apparaissant dans l'exercice Dracula étaient des problèmes bien connus qui étaient apparus lors de tests antérieurs et auraient dû être corrigés pendant le développement avant le début de la production. Les chars Sherman, en revanche, fonctionnaient avec une cohérence mécanique remarquable qui impressionnait même les équipages britanniques sceptiques. Ils démarraient de manière fiable chaque matin, un détail simple que les équipages de chars britanniques ne pouvaient absolument pas tenir pour acquis après des années d'équipement capricieux. Ils maintenaient les vitesses de marche prévues sans le drame mécanique qui caractérisait les opérations de chars britanniques. Lorsque la maintenance était nécessaire, ce qui était rare, c'était de routine et prévisible plutôt que des réparations d'urgence qui consommaient des soirées entières. Le M4A2 alimenté au diesel s'avérait particulièrement fiable et robuste, un équipage expérimenté commentant que le moteur semblait presque incassable même sous une utilisation intensive soutenue. Le multibanc M4A4 nécessitait un peu plus d'attention en raison de sa conception plus complexe, mais surpassait toujours largement les chars britanniques dans chaque métrique de fiabilité. La philosophie d'ingénierie américaine de simplicité et de fiabilité, privilégiant un fonctionnement fiable sur des spécifications impressionnantes, démontrait une supériorité claire et indéniable sur la poursuite britannique de la vitesse et des performances théoriques. Le capitaine Priestley des Coldstream-Guard, servant en tant que commandant en second de l'exercice, documenta le coût humain souvent négligé de la non-fiabilité mécanique. Les équipages Cromwell, nota-t-il dans ses rapports quotidiens, devraient théoriquement avoir le temps le plus facile, car leurs chars étaient les plus rapides et sur le papier devraient arriver en premier à chaque halte du soir. En pratique, cependant, un ou deux Cromwell arrivaient systématiquement tard dans la nuit en raison de pannes en route et de réparations chronophages. Cela signifiait des repas tardifs pour les équipages qui avaient besoin de repos. Des guides laissés à attendre pendant des heures dans le froid et l'obscurité. Des camions de carburant maintenus en attente alors qu'ils étaient nécessaires ailleurs. Perte de sommeil pour de nombreux personnels au-delà des équipages de chars eux-mêmes. Les effets d'entraînement de la non-fiabilité s'étendaient bien au-delà du char cassé lui-même, affectant l'efficacité et le moral de l'unité entière de manière difficile à quantifier, mais indéniablement significative. Les statistiques de maintenance en cours de compilation racontaient une histoire dévastatrice qui allait ébranler la confiance britannique dans leur programme de chars. Début septembre, alors que l'exercice approchait de sa conclusion après avoir couvert presque les 3200 km complets, les chiffres rendaient brutalement clair le vaste fossé entre la fiabilité des chars américains et britanniques. Les observateurs avaient méticuleusement suivi chaque défaut, chaque heure de maintenance, chaque défaillance de chaque système sur chaque char. Les données furent compilées en tableaux complets et graphiques détaillés qui deviendraient partie du rapport final le plus secret circulé seulement au plus haut niveau de la direction militaire et politique britannique. Les implications étaient profondes et profondément embarrassantes pour les efforts de production de chars britanniques qui avaient consommé d'énormes ressources. Les 3 chars Sherman M4A2 couvrirent 22 500 km combinés, un total impressionnant qui dépassait la distance prévue. Parce que ces chars servaient de meneurs de rythme pour la formation, ils subirent 199 défauts au total sur les 3 véhicules pendant tout l'exercice, une moyenne de 66 défauts par char. La maintenance nécessita 420 heures d'attention spécialisée de monteurs sur les 3 chars, une moyenne de 140 heures par char pour l'ensemble de l'exercice. Cela correspondait à seulement 0,03 heures de maintenance par kilomètre parcouru, soit environ 2 minutes de maintenance pour chaque kilomètre parcouru. Les chars étaient presque sans maintenance selon les normes des véhicules blindés, nécessitant seulement un entretien de routine et des réparations mineures occasionnelles qui pouvaient être effectuées rapidement par les équipages. La fiabilité était extraordinaire pour des machines complexes fonctionnant dans des conditions difficiles loin du soutien d'usine. Les 3 chars Sherman M4A4 avec leurs moteurs multibancs plus complexes qui combinaient 5 centrales automobiles montraient des besoins de maintenance légèrement plus élevés, mais toujours une fiabilité impressionnante qui dépassait l'équipement britannique. Leurs statistiques reflétaient les variantes diesel assez étroitement pour que le rapport officiel considère tous les 6 chars américains ensemble comme démontrant une fiabilité supérieure de manière exhaustive.
Les chars Sherman prouvaient de manière décisive que la philosophie d'ingénierie américaine fonctionnait dans la pratique. Des conceptions simples et robustes avec des caractéristiques de performance adéquates plutôt qu'exceptionnelles créaient des chars qui fonctionnaient réellement de manière cohérente lorsque nécessaire. La théorie ne signifiait rien si le char restait en panne au bord de la route pendant que l'ennemi avançait. Les 5 chars Cromwell, en contraste frappant, couvrirent 18 650 km combinés tout en subissant 367 défauts au total. Significativement plus de problèmes malgré une distance couverte moindre. Les monteurs spécialisés travaillèrent 814 heures à maintenir les Cromwell opérationnels, presque le double de l'exigence Sherman. Cela correspondait à 0,07 heures de maintenance par kilomètre, soit plus du double de l'exigence Sherman pour la même distance parcourue. Chaque kilomètre parcouru dans un Cromwell signifiait plus de 4 minutes de maintenance comparé à seulement 2 minutes pour un Sherman. La différence entre 0,03 et 0,07 heures par kilomètre semble petite et presque négligeable en termes statistiques abstraits, mais elle se traduisait directement par des chars Cromwell nécessitant plus de 2 fois plus de temps de maintenance que les Sherman pour une distance équivalente parcourue. Dans des conditions de campagne, cela signifiait que les unités équipées de Sherman pouvaient avancer plus loin et plus vite parce qu'elles passaient moins de temps à réparer des chars cassés. Les 3 chars Centaur performaient encore pire que les Cromwell décevants, confirmant ce que beaucoup avaient soupçonné. Ils couvrirent seulement 13 670 km combinés en raison de pannes constantes qui laissaient souvent les chars immobilisés pendant des périodes prolongées. Les Centaurs subirent 297 défauts au total et nécessitèrent 742 heures de maintenance, s'approchant du total Cromwell malgré une distance beaucoup moins couverte. Cela correspondait à 0,087 heures par kilomètre, près de 3 fois l'exigence Sherman, et faisant du Centaur le pire performeur dans chaque catégorie. Le moteur Liberty ne pouvait tout simplement pas gérer les exigences qui lui étaient imposées par un char moderne. Le Centaur était clairement une conception ratée qui avait été maintenue en production seulement pour maintenir la production d'usine, tandis que la production de moteurs Météor montait à des niveaux adéquats. L'exercice prouvait de manière définitive ce que beaucoup avaient soupçonné, que le Centaur n'aurait jamais dû être construit et représentait un gaspillage important de ressources industrielles rares. Le rapport final du général de division Richardson ne ménageait absolument pas ses coups concernant les échecs britanniques. La simplicité et la fiabilité des machines américaines, en contraste avec la production britannique, est pour moi la leçon principale de Dracula, écrivit-il dans un langage clair et sans ambiguïté. Le Cromwell pourrait sans aucun doute être transformé en un véhicule de combat tout aussi bon, mais la reconception nécessaire devrait avoir comme objectif principal la simplicité, qui à son tour apportera la fiabilité. Le rapport notait avec une précision clinique qu'un commandant d'équipement avec des Sherman pouvait être véritablement confiant de prendre 99% de ses véhicules au combat, au moins pendant les premiers 3200 km de leur vie opérationnelle. Un commandant équipé de Cromwell ou de Centaur par contraste serait dans un état continu d'anxiété quant à savoir si suffisamment de chars atteindraient réellement le champ de bataille pour accomplir les tâches normales attendues de son unité. Les observateurs ajoutèrent un contexte crucial qui faisait paraître la performance britannique encore pire. L'exercice Dracula a été exécuté dans des conditions très favorables aux machines, particulièrement aux moins fiables, déclarait le rapport. Franchement, de longs kilométrages ont été couverts, mais l'escadron atteignait toujours le port à temps pour effectuer la maintenance à la lumière du jour avec des installations adéquates. Même ainsi, les machines britanniques n'ont été maintenues sur la route que grâce à beaucoup de travail acharné par des équipages et des mécaniciens dévoués. De telles conditions favorables ne seraient jamais rencontrées lors d'opérations de combat réels. Des conditions moins favorables, telles que celles rencontrées dans des combats de campagne soutenus, réagiraient de manière très défavorable sur la fiabilité et la capacité de combat. En d'autres termes, la performance déjà médiocre du Cromwell dans cet exercice contrôlé serait certainement encore pire dans des conditions de combat réels avec la pression ennemie, un temps limité pour la maintenance et des conditions d'approvisionnement difficiles. Un observateur britannique, Alec Richardson de la mission britannique des chars, qui surveillait des tests américains séparés de chars britanniques, écrivit une évaluation cinglante et franche en octobre 1943. Ces chars nous ont rendus ridicules ici, écrivit-il, concernant les chars Cromwell et Centaur qui avaient été envoyés au terrain d'essai américain pour une évaluation séparée. Le Cromwell a eu une variété de problèmes qui n'arrêtent pas d'apparaître. Les Américains sont poliment indifférents à ce qui leur arrive, ce qui est peut-être pire que la critique ouverte. Le représentant de Rolls-Royce est très mécontent et veut qu'il soit retiré dès que possible pour éviter un embarras supplémentaire. Nous sommes sans aucun doute les pires vendeurs du monde en ce qui concerne les chars. Ces recommandations étaient dures et sans équivoque. N'envoyez plus de chars britanniques en Amérique jusqu'à ce qu'ils soient véritablement fiables et puissent rivaliser avec l'équipement américain. Nous devons faire un char de croisière et un char léger de première classe à la maison, peu importe le temps qu'il nous faut pour obtenir la conception correcte. Nous devons regagner notre prestige et notre réputation d'ingénierie de qualité. Les causes de la non-fiabilité du Cromwell étaient bien comprises par les ingénieurs britanniques qui analysèrent les résultats de l'exercice Dracula. Le moteur Météor, bien que puissant et relativement fiable par rapport au moteur Liberty désastreux, était fondamentalement un moteur d'avion qui avait été adapté pour une utilisation en char. Les moteurs d'avion fonctionnent à des vitesses relativement constantes dans des conditions assez stables et ne subissent pas le couple inverse et les changements de vitesse constants que les moteurs de char doivent endurer pendant les manœuvres tactiques.
L'adaptation de l'avion au char était imparfaite et se manifestait dans les problèmes de fiabilité. Les joints d'huile conçus pour une utilisation en avion fuyaient sous les conditions de pression différentes de l'opération de char. Le système de refroidissement, parfaitement adéquat pour un avion où l'air de refroidissement circule constamment, avait du mal avec l'espace confiné et les demandes de refroidissement très variées d'une installation de char. Le moteur était magnifique en principe et impressionnant sur le papier, mais problématique dans l'exécution réelle sur le terrain. Les problèmes de transmission et de train de roulement découlaient directement d'un temps de développement inadéquat avant le début de la production. La boîte de vitesse Merritt Brown était sophistiquée et offrait de bonnes caractéristiques de performance, mais était également complexe avec plus de points de défaillance potentiels que les conceptions de transmission américaines plus simples. Les freins étaient clairement sous-dimensionnés pour un char capable de 64 km/h, conduisant à une décoloration dangereuse des freins lors d'une utilisation soutenue sur de longues descentes. L'embrayage n'était tout simplement pas assez robuste pour gérer la production de couples substantiels du Météor de manière fiable. La suspension, largement héritée des conceptions de chars de croisière antérieures, était stressée bien au-delà de ses limites de conception d'origine par le poids accru du Cromwell et sa capacité à haute vitesse. Chaque système fonctionnait adéquatement isolément lors de tests statiques, mais se révélait vulnérable et sujet aux défaillances lorsqu'il était stressé par des conditions opérationnelles soutenues réelles. Le problème fondamental était philosophique et touchait au cœur des approches d'ingénierie britannique contre américaine. La conception britannique de chars privilégiait la vitesse et la puissance de feu avant tout, considérant la fiabilité comme une préoccupation secondaire qui pourrait être abordée par une maintenance qualifiée par des équipages formés. Cette philosophie fonctionnait adéquatement dans des conditions de temps de paix lorsque les chars fonctionnaient à partir de bases établies avec un soutien logistique ample et des installations de maintenance spécialisées facilement disponibles. Elle échouait de manière catastrophique dans des conditions de temps de guerre lorsque les chars devaient fonctionner loin des dépôts de zone arrière avec des pièces de rechange gravement limitées sous un stress opérationnel continu sans période de repos adéquate. Les Américains, par contraste délibéré, concevaient pour la fiabilité d'abord, acceptant consciemment des spécifications de performance modestes si cela signifiait que le char fonctionnerait de manière cohérente lorsque nécessaire. Leur philosophie se révélait de manière décisive supérieure dans la pratique lorsqu'elle était testée dans des conditions opérationnelles réalistes. L'exercice Dracula força une réévaluation brutale des priorités de production de chars britanniques et de la philosophie de développement. Le Cromwell subit des modifications extensives basées directement sur les conclusions de l'exercice. Les ingénieurs abordèrent les problèmes de fuite d'huile avec des joints améliorés conçus spécifiquement pour les conditions de fonctionnement des chars. Le système de freinage fut complètement reconçu avec des composants de capacité substantiellement plus grande. Les composants d'embrayage furent considérablement renforcés pour gérer le couple du moteur de manière fiable. La suspension reçut une attention détaillée pour réduire les problèmes de défaillance chronique. Ces améliorations prirent de nombreux mois à mettre en œuvre correctement et nécessitèrent des changements importants au processus de production établi dans plusieurs usines. La spécification de production finale pour ce que Leyland Motors appelait le Battle Cromwell ne fut pas finalisée jusqu'au 2 février 1944, incorporant de nombreux changements mineurs à la conception de base aux côtés des améliorations majeures de fiabilité. Un deuxième cycle de tests complet en novembre 1943 montra une amélioration marquée de la performance du Cromwell. Les Cromwell modifiés performaient significativement mieux que les versions Doux, bien que toujours pas tout à fait au niveau des références de fiabilité Sherman dans toutes les catégories. Le Centaur, en contraste frappant, ne montra pratiquement aucune amélioration malgré les tentatives de modification et fut effectivement abandonné pour une utilisation au combat. Le moteur Liberty manquait tout simplement de puissance adéquate pour le poids du char, et aucune quantité de modification ne pouvait surmonter ce défaut de conception fondamental. La plupart des Centaurs furent relégués à des rôles de formation où leur non-fiabilité était moins critique ou convertis en véhicules spécialisés comme des véhicules de récupération blindés, des postes d'observation d'artillerie, ou le Centaure dosé avec sa tourelle retirée et une lame de bulldozer ajoutée pour des tâches d'ingénierie. Le Cromwell entra finalement en service de combat en première ligne en juin 1944, équipant les régiments de reconnaissance blindés de plusieurs divisions britanniques et polonaises pour l'opération Overlord, l'invasion de la Normandie. Dans les opérations de combat, le char se révéla véritablement rapide et maniable avec un profil admirablement bas qui le rendait difficile à repérer et à engager à distance pour les artilleurs ennemis. Les équipages louaient ces caractéristiques avec enthousiasme. Cependant, la fiabilité restait une préoccupation persistante par rapport aux unités équipées de Sherman. Les Cromwell nécessitaient plus de temps de maintenance par jour d'opération. Les unités transportaient plus de pièces de rechange pour gérer les taux de défaillance plus élevés. Le canon de 75 mm, identique à l'arme principale du Sherman et utilisant les mêmes munitions pour la simplicité logistique, fournissait une puissance de feu adéquate contre la plupart des chars allemands, mais avait du mal notamment contre le blindage épais des Tigers et des Panthers. La vitesse et la furtivité devinrent les principaux avantages de combat du Cromwell, lui permettant d'éviter les engagements prolongés où son canon et son blindage étaient inadéquats. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos analyses historiques passionnantes. La leçon plus large de l'exercice Dracula s'étendait bien au-delà des questions étroites de conception de chars. Le test démontrait de manière exhaustive que la fiabilité n'était pas simplement une commodité ou une caractéristique souhaitable,
mais plutôt une capacité militaire fondamentale qui déterminait l'efficacité opérationnelle. Un char peu fiable pourrait tout aussi bien ne pas exister s'il ne peut pas atteindre le champ de bataille lorsque nécessaire pour les opérations de combat. Un char performant modérément qui fonctionne de manière cohérente et prévisible bat un char théoriquement performant qui tombe en panne régulièrement et de manière imprévisible dans chaque mesure pratique d'efficacité au combat. Les Américains comprenaient cette vérité essentielle intuitivement et concevaient leur équipement en conséquence dès le départ. Les Britanniques, imprégnés de longues traditions d'excellence en ingénierie et de performance de pointe, devaient apprendre cette dure leçon à travers l'échec public embarrassant de l'exercice Dracula. Le char Sherman qui surpassa si décisivement le Cromwell dans l'exercice Dracula était lui-même loin d'être parfait à bien des égards. Son blindage était manifestement inadéquat contre les chars allemands Panther et Tiger armés de canons à haute vélocité. Le canon de 75 mm manquait de pouvoir de pénétration suffisant contre le blindage lourd à des portées de combat. Les équipages le surnommaient un Ronson d'après la marque populaire de briquet à cigarette parce qu'il s'allume la première fois à chaque fois, se référant à la tendance malheureuse du char à prendre feu rapidement lorsqu'il était pénétré par des obus ennemis. Les soldats polonais servant avec les forces britanniques l'appelaient sinistrement la tombe brûlante. C'étaient des défauts graves et mortels qui coûtèrent de nombreuses vies. Pourtant, le Sherman resta en pleine production et en service en première ligne tout au long de la guerre et continua à servir longtemps après précisément parce qu'il fonctionnait de manière fiable. Le Sherman réussit non pas par une performance de combat supérieure dans les engagements char contre char, mais par une fiabilité et une producibilité supérieures qui lui permettaient d'être partout en nombres écrasantes. Les usines américaines construisirent un stupéfiant 49 324 Sherman entre 1942 et 1946, un exploit de production inégalé par toute autre conception de char occidental. Le char pouvait être fabriqué rapidement et efficacement par des usines à travers l'Amérique. Il pouvait être expédié outre-mer efficacement à bord des Liberty Ships qui formaient l'épine dorsale de la logistique alliée. Il pouvait être maintenu sur le terrain efficacement avec les outils et les compétences disponibles aux unités ordinaires. Lorsqu'un Sherman était détruit ou endommagé au combat, un autre apparaissait pour le remplacer en quelques jours ou parfois quelques heures. Les unités de récupération et de réparation de chars remettaient les véhicules endommagés en service rapidement, souvent dans les 24 heures suivant qu'un char soit touché. Cette approche industrielle et logistique globale de la guerre blindée se révéla incommensurablement plus précieuse que n'importe quelle quantité de sophistication technique dans la conception individuelle de chars. Les chiffres de production racontent une histoire convaincante sur la philosophie industrielle et les priorités stratégiques. L'Allemagne construisit environ 6000 chars Panther et 1300 chars Tiger pendant toute la guerre. Des véhicules qui étaient techniquement supérieurs aux Sherman tant en protection blindée qu'en puissance de feu. Mais les chars allemands étaient sévèrement surconçus avec des tolérances inutilement serrées, difficiles et chronophages à produire et intensifs à maintenir dans des conditions de terrain. Ils nécessitaient des pièces spécialisées fabriquées dans des usines spécifiques. Ils avaient besoin de mécaniciens qualifiés avec une formation extensive. Ils tombaient en panne fréquemment sous le stress opérationnel de campagnes de combat soutenues. Une division Panzer allemande tentant l'avance rapide de 640 km à travers la France que les divisions alliées équipées de Sherman réalisaient systématiquement à l'été 1944 aurait laissé une traînée de chars mécaniquement cassés bien avant d'atteindre Paris. L'armée française découvrit cette réalité après la guerre lorsqu'elle tenta d'utiliser des Panthers capturés en service, les trouvant totalement inutilisables, peu fiables par rapport aux Sherman de pré-bail, qui restèrent en service militaire français dans les années 1950. Les forces soviétiques reçurent 4100 Sherman par pré-bail et développèrent une affection surprenante pour la conception américaine. Les équipages de chars soviétiques habitués aux T-34 notoirement bruts, qui étaient efficaces mais brutalement inconfortables, trouvèrent le char américain luxueux en comparaison. Le Sherman comportait des chenilles en caoutchouc qui duraient 2 fois plus longtemps que les chenilles en acier du T-34 et fonctionnaient beaucoup plus silencieusement, un avantage tactique significatif. L'intérieur était substantiellement plus spacieux et confortable pour l'équipage. Le Sherman avait même des sièges rembourrés, un luxe presque inimaginable dans la philosophie de conception de chars soviétiques qui privilégiait les nombres de production sur le confort de l'équipage. Plus important encore, d'un point de vue soviétique, le Sherman était véritablement fiable. Il démarrait lorsque nécessaire sans le comportement capricieux de l'équipement soviétique. Il fonctionnait sans drame mécanique constant et réparation d'urgence. Le commandant de chars soviétique Dimitri Loza, qui écrivit abondamment sur ses expériences de combat, nota que les Sherman endommagés laissés sans surveillance, même brièvement, seraient dépouillés pour des pièces en minutes par d'autres équipages soviétiques. Témoignage clair de la préférence des tankistes soviétiques pour la fiabilité américaine sur l'équipement domestique. L'avantage de fiabilité s'étendait directement au tempo opérationnel et au succès de campagne. Les divisions équipées de Sherman pouvaient avancer plus loin et plus vite que leurs adversaires allemands, non pas par une vitesse maximale supérieure, mais par un temps de disponibilité mécanique et une disponibilité vastement supérieure. Une division blindée équipée de Sherman pouvait de manière réaliste couvrir 64 km par jour pendant des semaines d'affilée avec des pertes mécaniques minimales à la panne. Une division Panzer allemande tentant le même rythme opérationnel perdrait plus de chars à la panne mécanique qu'à l'action ennemie, s'affaiblissant progressivement jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus fonctionner efficacement. Cet avantage fondamental signifiait que les forces alliées pouvaient exploiter les percées tactiques,
maintenir l'élan opérationnel pendant les campagnes fluides et garder les ennemis constamment déséquilibrés de manière que les forces allemandes ne pouvaient tout simplement pas égaler en 1944, lorsque les effets cumulatifs d'années de campagne dure avaient complètement usé l'équipement allemand. L'historien David Fletcher, conservateur au Tank Museum de Bovington et plus grand expert britannique sur les blindés britanniques, résuma la vertu essentielle du Sherman avec une élégante simplicité. Il démarrait toujours le matin. Il irait toute la journée sans drame. Cette fiabilité peu glamour et peu excitante en faisait le cheval de bataille indispensable des forces blindées alliées dans tous les théâtres. Les tankistes britanniques pouvaient avoir personnellement préféré la vitesse impressionnante du Cromwell ou désiré le puissant canon de 17 livres du Firefly, mais ils faisaient véritablement confiance au Sherman de base pour fonctionner de manière cohérente jour après jour. Les tankistes américains se plaignaient fréquemment et bruyamment des faiblesses évidentes du Sherman contre les chars lourds allemands, mais ils savaient avec une confiance absolue qu'ils ne les laisseraient pas échouer impuissants derrière les lignes ennemies en raison d'une défaillance mécanique inattendue. La fiabilité n'était pas glamour ou excitante, mais elle gagnait les batailles en assurant que les forces arrivaient au point décisif prêtes à se battre plutôt que bloquées au bord de la route en faisant des réparations. L'histoire du Cromwell suivit une trajectoire différente de celle envisagée à l'origine. Le char entra en service de combat en première ligne trop tard pour remplacer le Sherman en tant que conception principale de chars de croisière britanniques. La production totale de la série A27 complète atteignit 4160 chars, dont 950 étaient des Centaur et 3266 étaient des Cromwell. Cela ne représentait qu'une petite fraction de la production Sherman, qui dépassait 49 000 unités des usines américaines. La différence de nombre dramatique reflétait des réalités stratégiques dures. L'industrie britannique ne pouvait tout simplement pas égaler la capacité de production américaine tout en construisant simultanément les navires de la Royal Navy, les avions de la Royal Air Force et d'innombrables autres armes nécessaires pour de multiples théâtres de guerre mondiale. Le Cromwell équipait principalement les régiments de reconnaissance blindés spécialisés des divisions blindées britanniques et polonaises, où la vitesse et l'agilité comptaient plus que les simples nombres ou la fiabilité soutenue. La célèbre 7e division blindée, connue dans le monde entier sous le nom de rats du désert après leur service en Afrique du Nord, employait des Cromwell extensivement dans des rôles de reconnaissance. La 11e division blindée incorporait des bataillons de reconnaissance équipés de Cromwell qui exploitaient la vitesse du char. La Gar Armour Division utilisait des Cromwell efficacement pour les opérations de reconnaissance et de flanc. La 1re division blindée polonaise reçut des Cromwell et les exploita avec une habileté tactique considérable à travers les campagnes d'Europe du Nord-Ouest. Dans ces rôles de reconnaissance spécialisés, où la mission jouait sur les forces du char, le Cromwell performait assez bien. Le profil admirablement bas et la vitesse élevée impressionnante permettaient aux unités de reconnaissance de reconnaître en avant des forces principales efficacement, d'engager des cibles d'opportunité lorsqu'avantageux, et de se retirer rapidement lorsqu'elles rencontraient des forces ennemies supérieures. Les équipages Cromwell expérimentés développèrent des tactiques sophistiquées qui maximisaient systématiquement leurs avantages tout en minimisant l'exposition à leurs faiblesses. Ils utilisaient la vitesse pour éviter les engagements prolongés où leur canon et blindage inadéquats se révéleraient fatals. Ils employaient le profil bas et l'excellente mobilité pour maintenir la furtivité, observant les positions ennemies sans détection. Ils comptaient sur une agilité supérieure pour flanquer les chars allemands plus lents et attaquer le blindage arrière vulnérable où même le canon de 75 mm pouvait pénétrer. Le Cromwell trouva sa niche tactique non pas comme un char de bataille principal, mais comme un véhicule de reconnaissance spécialisé où la vitesse et la furtivité comptaient plus que la fiabilité soutenue ou la puissance de feu lourde. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe en mai 1945, le Cromwell resta en service militaire britannique jusque dans les années 1950, témoignage des modifications réussies faites après que l'exercice Dracula ait révélé ses défauts. Le char vit le combat réel à nouveau en Corée avec le 7e Royal Tank Regiment et le 8th King's Royal Irish Hussars. Pendant ce conflit, les forces britanniques déployèrent des Cromwell aux côtés des chars Centurion plus modernes qui commençaient à entrer en service. Le char fut également fourni à de nombreuses nations alliées reconstruisant leurs forces armées après la guerre. L'Australie, l'Autriche, la Finlande, Israël, la Jordanie et d'autres nations exploitèrent des Cromwell dans diverses capacités. Certains Cromwell furent plus tard extensivement modernisés avec des canons de 20 livres plus puissants, créant le chasseur de chars charioté qui servit de solution provisoire utile jusqu'à ce que le char Centurion équipe complètement les unités blindées britanniques à la fin des années 1950. Le service prolongé d'après-guerre du Cromwell témoignait de manière convaincante du succès ultime des modifications mises en œuvre après que l'exercice Dracula ait exposé ses problèmes de fiabilité. Le char qui avait complètement embarrassé la Grande-Bretagne en août 1943 devint assez fiable pour un service continu en première ligne plus d'une décennie plus tard. Le Sherman, quant à lui, combattit efficacement dans pratiquement tous les théâtres de la Seconde Guerre mondiale de l'Afrique du Nord à travers l'Italie, à travers l'Europe du Nord-Ouest, à travers les campagnes des îles du Pacifique et en Chine. Après la fin de la guerre, il continua à servir dans les armées de dizaines de nations à travers la guerre de Corée, où il se révéla adéquat contre les T-34-85 fournis par les Soviétiques. Il combattit dans plusieurs guerres israélo-arabes où les deux camps exploitaient des Sherman fournis par différentes sources. Il vit l'action dans les guerres indo-pakistanaises où sa fiabilité se révéla décisive. Le char participa à d'autres conflits régionaux à travers les années 1960 et dans les années 1970.
Israël devint peut-être l'opérateur de Sherman d'après-guerre le plus enthousiaste, modifiant extensivement la conception avec de nouveaux moteurs, un blindage amélioré et des canons puissants. Les Sherman modifiés israéliens combattirent efficacement dans la guerre des 6 jours de 1967 et la guerre du Kippour de 1973, prouvant que la conception de base restait viable des décennies après son introduction. Les dernières unités de l'armée chilienne équipées de Sherman se retirèrent finalement seulement en 2003, 61 ans après que le char soit entré en production, en faisant l'une des conceptions de chars les plus longtemps en service dans l'histoire militaire. Cette longévité remarquable témoignait de manière convaincante de la solidité fondamentale de la conception de base et de la valeur durable de l'ingénierie axée sur la fiabilité sur la poursuite de performances de pointe. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui s'intéressent à l'histoire militaire et aux leçons intemporelles de l'ingénierie. Les leçons de l'exercice Dracula s'étendirent bien au-delà des questions étroites de conception de chars pour influencer la philosophie plus large d'approvisionnement militaire. Le test démontrait de manière exhaustive que les performances théoriques de pointe ne signifient absolument rien sans la fiabilité sous-jacente pour rendre cette performance disponible lorsque nécessaire. La complexité poursuivie pour elle-même ou pour atteindre des spécifications marginalement meilleures est fondamentalement un handicap plutôt qu'un atout. La capacité de produire en masse des équipements efficacement et de les maintenir facilement dans des conditions de terrain compte plus que la sophistication technique qui nécessite un soutien spécialisé. Ces leçons durement apprises influencèrent la philosophie d'approvisionnement de défense britannique d'après-guerre, bien que malheureusement pas toujours avec succès. Le désir persistant de suprématie technologique et de capacité de pointe l'emportait souvent encore sur les considérations pratiques de fiabilité et de maintenabilité, conduisant à de nombreux programmes coûteux qui produisaient de petits nombres d'équipements sophistiqués mais problématiques qui n'atteignirent jamais leur impact prévu. Le test de l'exercice Dracula révéla également de manière frappante le gouffre industriel énorme qui s'était ouvert entre les capacités de fabrication américaines et britanniques en 1943. Les usines américaines avaient complètement maîtrisé les techniques de production de masse d'abord pionnières par Henry Ford dans la fabrication automobile et raffinées à travers les programmes industriels de l'ère de la dépression comme la Tennessee Valley Authority. Les processus de contrôle de la qualité, la standardisation des composants et l'efficacité de la chaîne de montage avaient atteint des niveaux que l'industrie britannique, malgré ses fières traditions, ne pouvait tout simplement pas égaler avec les installations et méthodes existantes. Le Sherman réussit en partie grâce à une philosophie de conception supérieure, mais également grâce à une exécution industrielle supérieure qui pouvait construire des chars vraiment fiables en quantités écrasantes, tandis que la Grande-Bretagne luttait pour produire même ses conceptions problématiques en nombres adéquats pour les besoins militaires. La capacité de production industrielle comptait autant que l'excellence de conception d'ingénierie, peut-être plus dans la guerre totale. L'élément humain de l'exercice Dracula mérite une emphase particulière parce qu'il illustrait des vérités sur la psychologie des soldats qui transcendent l'équipement spécifique. Les équipages de chars ne se souciaient fondamentalement pas des spécifications de performances théoriques impressionnantes listées dans les manuels techniques. Ils se souciaient intensément et pratiquement de savoir si leur char démarrait de manière fiable le matin, fonctionnait de manière cohérente toute la journée sans drame et les ramenait en sécurité le soir. Un équipage dont le char tombait constamment en panne pendant les opérations développait une attitude compréhensiblement fataliste qui affectait directement leur efficacité au combat et leur volonté de prendre les risques tactiques nécessaires. Un équipage véritablement confiant dans la fiabilité de son véhicule combattait beaucoup plus agressivement et efficacement sachant que leur char ne les laisserait pas tomber au moment critique. L'exercice Dracula démontrait empiriquement que la fiabilité affectait le moral des unités et l'efficacité au combat de manière profonde qui s'étendait bien au-delà des simples statistiques de disponibilité mécanique. Les véhicules de confiance créaient des équipages confiants, agressifs et efficaces qui accomplissaient leur mission. Les véhicules peu fiables créaient des équipages anxieux et hésitants qui s'inquiétaient plus des pannes que des ennemis, sapant fondamentalement l'efficacité au combat. La comptabilité officielle finale de l'exercice Dracula vint dans le rapport complet le plus secret déposé fin septembre 1943. Le document volumineux circula parmi les dirigeants militaires et politiques britanniques les plus haut placés, y compris Winston Churchill, forçant la reconnaissance inconfortable de déficiences graves dans les programmes de développement de chars britanniques qui avaient consommé de vastes ressources. Les recommandations détaillées du rapport façonnèrent directement la politique d'approvisionnement britannique pour le reste de la guerre. Le développement du char Comet, qui donnerait finalement à la Grande-Bretagne un char de croisière véritablement comparable au Panther allemand, reçut une priorité et des ressources substantiellement accrues. Le rapport influença également fortement la décision stratégique de continuer à compter principalement sur les chars Sherman plutôt que de tenter de les remplacer immédiatement par des Cromwell qui nécessitaient encore un développement supplémentaire. Malgré les modifications, les chiffres brutaux qui émergèrent de l'exercice Dracula étaient brutaux mais complètement sans ambiguïté. Le Sherman nécessitait simplement 0,03 heures de maintenance par kilomètre parcouru. Le Cromwell nécessitait 0,07 heures par kilomètre, plus du double. Le Centaur nécessitait 0,087 heures par kilomètre, près du triple de la norme Sherman. Ces chiffres statistiques se traduisaient directement en réalités opérationnelles qui déterminaient la victoire ou la défaite dans les campagnes réelles. Ils signifiaient concrètement que les unités équipées de Sherman pouvaient avancer significativement plus loin par jour et combattre plus efficacement que les unités équipées de Cromwell couvrant la même distance.
Il signifiait sans ambiguïté que la philosophie d'ingénierie américaine de simplicité fiable avait battu de manière décisive la poursuite britannique de vitesse sophistiquée dans le test dur d'opération soutenue. L'histoire de l'exercice Dracula concerne finalement la différence fondamentale entre la théorie impressionnante et la pratique dure dans la guerre. En théorie abstraite sur le papier, le Cromwell apparaissait supérieur au Sherman en vitesse avec une puissance de feu et une protection blindée comparable. En pratique brutale dans des conditions réalistes, le Cromwell passait plus de 2 fois plus de temps à être réparé et correspondamment moins de temps à réellement combattre. La théorie insistait sur le fait que la sophistication technique et les performances de pointe triompheraient inévitablement. La pratique démontrait de manière concluante que la fiabilité peu glamour et la robustesse simple gagnaient les batailles lorsque l'équipement devait fonctionner loin du soutien de zone arrière. Le test de 3200 km révélait définitivement quelle philosophie de conception fonctionnait réellement lorsque les chars devaient opérer loin des dépôts confortables sous un stress opérationnel continu dans des conditions de combat exigeantes sans le luxe d'un temps de maintenance extensif. Les forces militaires modernes du monde entier luttent encore régulièrement avec les leçons fondamentales de l'exercice Dracula 8 décennies plus tard. La tentation séduisante reste puissante de poursuivre des performances de pointe et des spécifications impressionnantes au détriment inévitable de la fiabilité ennuyeuse. Les programmes d'armement majeurs privilégient souvent des capacités sophistiquées qui semblent impressionnantes dans les présentations sur la fiabilité robuste qui compte dans les opérations soutenues. Le résultat est fréquemment de petits nombres d'équipements extraordinairement coûteux et nécessitant beaucoup de maintenance qui sous-performent systématiquement les alternatives moins sophistiquées mais plus fiables en service réel. La comparaison Sherman contre Cromwell offre un récit édifiant durable sur les coûts réels d'insister sur la performance théorique plutôt que la fiabilité pratique dans l'approvisionnement d'équipements militaires. Les soldats britanniques qui participèrent personnellement à l'exercice Dracula retournèrent à leurs unités régulières avec des perspectives dramatiquement nouvelles sur leur équipement. Les équipages Sherman se sentaient complètement justifiés dans leur préférence de longue date pour la fiabilité américaine sur la vitesse et la sophistication britannique. Les équipages Cromwell poussaient énergiquement pour les modifications complètes qui rendraient finalement leurs chars véritablement utilisables au combat. Les équipages Centaure exprimaient un soulagement considérable lorsqu'ils furent informés officiellement que leurs chars problématiques ne seraient pas envoyés au combat contre le blindage allemand. Tous comprenaient clairement qu'ils avaient assisté à quelque chose de véritablement significatif, un test définitif qui prouvait au-delà de tout doute que la fiabilité comptait plus que toute autre caractéristique unique dans les véhicules blindés. Les derniers mots du général de division Richardson dans le rapport complet de l'exercice Dracula méritent d'être rappelés et répétés. Il est évident que le commandant d'une unité équipée de Sherman peut être véritablement confiant d'emmener 99% de ses véhicules au combat, au moins pendant leurs premiers 3200 km de vie opérationnelle. D'autre part, s'il était équipé de Cromwell ou de Centaure, il serait dans un état continu d'anxiété quant à savoir si suffisamment de chars atteindraient réellement le champ de bataille pour accomplir les tâches normales attendues de son unité. Cette évaluation sobre basée sur des données objectives du test le plus complet mené expliquait de manière convaincante pourquoi les divisions blindées britanniques continuaient à compter fortement sur les chars fournis par les Américains même après que les conceptions britanniques améliorées soient devenues théoriquement disponibles. La fiabilité n'était pas simplement souhaitable ou commode. Elle était absolument essentielle à l'efficacité militaire. Le Cromwell amélioré qui émergea finalement de l'exercice Dracula et des modifications intensives ultérieures devint un char véritablement capable pour son rôle de reconnaissance prévu. Les améliorations rendirent la fiabilité acceptable pour les opérations soutenues, sinon tout à fait au niveau des normes Sherman dans chaque métrique. Le char servit efficacement dans son rôle spécialisé prévu en tant que véhicule de reconnaissance rapide, exploitant les opportunités tactiques, mais il ne remplaça jamais le Sherman en tant que char de croisière principal britannique parce que les modifications nécessaires arrivèrent beaucoup trop tard et les nombres de production restèrent trop limités par rapport à la disponibilité du Sherman. L'opportunité d'équiper les divisions blindées britanniques entièrement avec des chars produits nationalement était passée irrévocablement. Les Américains avaient construit ce qui était finalement un meilleur char, non pas par une intelligence d'ingénierie individuelle supérieure, mais par une philosophie industrielle fondamentalement supérieure qui privilégiait la fiabilité. Le contraste profond entre les approches américaines et britanniques du développement de chars pendant la Seconde Guerre mondiale reflétait des différences sous-jacentes beaucoup plus larges dans la culture industrielle et les priorités nationales. L'industrie américaine embrassait de tout cœur la philosophie de production de masse, la standardisation agressive et l'ingénierie de fiabilité comme principes fondamentaux. L'industrie britannique maintenait des traditions de production artisanale traditionnelles qui mettaient l'accent sur la qualité sur mesure, l'excellence individuelle et les performances de pointe dans chaque unité produite. Pour les biens de consommation de luxe dans les marchés de temps de paix, l'approche britannique produisait systématiquement l'excellence et commandait des prix premium. Pour l'équipement militaire qui devait absolument fonctionner de manière fiable dans les pires conditions imaginables, l'approche américaine se révéla de manière décisive et exhaustive supérieure. Le Sherman battit le Cromwell non pas dans les spécifications impressionnantes ou les performances théoriques, mais dans les champs boueux où la fiabilité seule déterminait si les chars combattaient ou échouaient. L'exercice Dracula se tient comme l'un des tests comparatifs les plus importants mais étonnamment les moins connus de l'histoire militaire moderne. Il fournit des données véritablement objectives comparant les principales conceptions de chars alliés dans des conditions soigneusement contrôlées mais réalistes.
Il força la reconnaissance britannique douloureuse mais nécessaire de déficiences systématiques graves dans les programmes de développement de chars. Il influença directement les décisions d'approvisionnement critiques qui affectèrent matériellement le cours de la guerre en Europe du Nord-Ouest. Et il démontra une vérité essentielle que les établissements militaires luttent encore à accepter pleinement. La fiabilité compte plus que les spécifications de performance. La simplicité bat systématiquement la sophistication. Le char qui fonctionne de manière fiable gagne de manière décisive sur le char qui impressionne dans les spécifications techniques mais échoue à répétition dans la pratique. Les 3200 km méthodiquement couverts pendant l'exercice Dracula révélèrent à un coût acceptable en temps et en ressources ce que le combat réel aurait prouvé à un coût vastement plus élevé en vie. Le Cromwell n'était tout simplement pas prêt pour le service en première ligne dans sa configuration d'août 1943. Les modifications nécessitaient un temps considérable pour se développer correctement et se mettre en œuvre correctement à travers les lignes de production. Le Sherman, déjà complètement testé au combat en Afrique du Nord, en Sicile et de plus en plus en Italie, pouvait être considéré comme absolument fiable pour performer sous un stress opérationnel soutenu. Le choix auquel faisaient face les commandants britanniques n'était jamais vraiment de savoir s'ils préféraient personnellement les chars britanniques ou américains. C'était de savoir s'ils voulaient des chars qui fonctionnaient systématiquement ou des chars qui tombaient en panne à répétition. Le test complet rendit ce choix complètement évident à quiconque était disposé à examiner honnêtement les données. En regardant en arrière de notre perspective actuelle, plus de 80 ans après l'exercice Dracula, le test offre des leçons sur l'approvisionnement militaire qui restent puissamment pertinentes. Il démontre de manière convaincante l'importance critique de tests réalistes dans des conditions opérationnelles réelles plutôt que de se fier principalement aux chiffres de performance théoriques des essais contrôlés. Il prouve que l'ingénierie de fiabilité mérite une priorité égale ou supérieure à l'ingénierie de performance dans le développement de systèmes d'armes. Il montre que la philosophie industrielle fondamentale compte autant que l'excellence de conception individuelle. Et il nous rappelle que la caractéristique la plus importante de tout équipement militaire est simplement qu'il fonctionne lorsqu'il est désespérément nécessaire, non pas à quel point il semble impressionnant dans les fiches de spécifications brillantes ou les présentations promotionnelles. Le char Sherman qui compléta 3200 km avec une maintenance minimale pendant l'exercice Dracula continua à combattre à travers l'Europe, apportant des contributions vitales à la victoire alliée. Le Cromwell qui nécessitait plus de 2 fois plus de maintenance subit de nombreux mois de modifications intensives avant de devenir véritablement utilisable pour les opérations de combat. Le Centaure qui performa le pire de tout furent légués au rôle de formation et aux conversions spécialisées. Ces résultats dramatiquement différents furent déterminés non pas par le courage ou l'habileté des équipages, non pas par les bonnes intentions des concepteurs, et non pas par la sophistication théorique de l'ingénierie. Ils furent déterminés fondamentalement par la fiabilité, la qualité décidément peu glamour qui compte le plus lorsque les machines complexes doivent fonctionner sous un stress soutenu. L'exercice Dracula répondit de manière décisive à une question que les commandants britanniques avaient désespérément besoin de réponse. Le Cromwell pourrait-il remplacer le Sherman en tant que char de croisière principal britannique? Le test complet fournit une réponse claire, sans ambiguïté, basée sur les données. Non, pas encore. Pas jusqu'à ce que des modifications extensives améliorent substantiellement la fiabilité à des niveaux véritablement acceptables pour les opérations de combat soutenues. Cette réponse honnête influença directement la doctrine blindée britannique pour le reste de la guerre et façonna la philosophie de développement de chars d'après-guerre pendant des décennies. C'était une leçon coûteuse en temps et en ressources, mais apprise par des tests systématiques plutôt que des pertes de combat évitables. Les 3200 km de l'exercice Dracula sauvèrent finalement des vies britanniques en empêchant le déploiement prématuré de chars peu fiables qui auraient échoué de manière catastrophique lorsqu'ils étaient le plus désespérément nécessaires. L'ironie finale de l'exercice Dracula est qu'il révéla une supériorité américaine décisive dans précisément le domaine spécifique où la Grande-Bretagne s'était longtemps enorgueillie le plus. L'ingénierie britannique était célèbre dans le monde entier pour une qualité exceptionnelle et une sophistication technique. L'industrie britannique avait à l'origine mené la révolution industrielle mondiale au XIXe siècle. L'innovation britannique en temps de guerre avait produit le radar, les moteurs à réaction opérationnelle et d'innombrables autres technologies avancées. Pourtant, l'industrie américaine avec son insistance implacable sur la fiabilité et la production de masse efficace plutôt que l'artisanat traditionnel et la performance sophistiquée construisait des chars fondamentalement meilleurs. Le Sherman réussit non pas par l'excellence d'ingénierie de style britannique, mais par l'efficacité industrielle et la philosophie pratique de style américain. La leçon était profondément humiliante pour la fierté britannique, mais absolument nécessaire pour l'efficacité militaire. Au final, l'exercice Dracula concernait bien plus que la comparaison de chars. Il concernait des philosophies concurrentes d'ingénierie et de fabrication. Il concernait la différence critique entre ce qui semble impressionnant sur le papier et ce qui fonctionne réellement dans la pratique dure. Il concernait la valeur militaire véritable de la fiabilité peu glamour contre l'attrait séduisant de la performance excitante. Le test montrait de manière concluante que dans la guerre, comme dans la vie en général, simplement y arriver compte plus que y arriver de manière impressionnante rapide. Le Sherman y arrivait systématiquement. Le Cromwell trop souvent n'y arrivait pas. Cette différence fondamentale faisait toute la différence entre la victoire et la défaite. Rejoignez la communauté du conflit en vous abonnant maintenant. Ensemble, découvrons les vérités fascinantes cachées derrière les grandes batailles de l'histoire.
Activez les notifications pour ne jamais manquer nos prochaines analyses approfondies. Merci de votre confiance et à très bientôt pour une nouvelle histoire extraordinaire. Du Conflit.